De vous retrouver encore ce soir. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'actualité sur nos antennes et surtout très bon début de semaine. L'actualité de ce soir commence avec les femmes. 3 ont été élevées au rang de général d'armée au sein de forces armées de la République démocratique du Congo par le chef de l'État. 3 autres ont été également promues à une haute sphère de la police nationale congolaise et de la magistrature. Cette élévation a été célébrée ce lundi 5 août 2013 au fleuve Congo Hôtel à Gombe devant un parterre d'inviter plusieurs membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre à la Défense, Alexandre Lubatambo, Patricia Amouli, Vanessa Letachela et Juzen Belebele. Cette cérémonie de présentation officielle et d'information portait sur la signature de 3 ordonnances présidentielles élevant 9 femmes à de hautes fonctions au sein des FARDC, de la police nationale congolaise et de la magistrature. Les convives ont suivi plusieurs interventions thématiques portant sur l'information et la mobilisation des mécanismes de 2 arrêtés ministériels du plan d'action national de la RDC sur la mise en application de la résolution 1325 du 31 octobre 2000 du Conseil de sécurité des Nations Unies. À l'occasion, le représentant spécial adjoint en charge de l'état de droit s'est réjoui des avancées enregistrées en RDC dans la représentativité de la femme dans le poste des responsabilités. Je me réjouis des avancées que nous célébrons aujourd'hui. Tout d'abord, la nomination de ces femmes congolaises à de hautes fonctions au sein de ces institutions démontre que les institutions régaliennes et les grands corps de l'État reconnaissent et valident le professionnalisme, les compétences et l'engagement de ces femmes au service de l'État. De son côté, la ministre du Genre a encouragé les femmes à aller de l'avant dans leurs domaines respectifs. Votre présence en ce jour mémorable atteste par ailleurs la reconnaissance que vous manifestez aux 9 illustres femmes, 9 dignes femmes congolaises qui viennent d'être récemment élevées aux hautes fonctions dans la magistrature, les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. La résolution 1325 est effectivement en marche en République démocratique du Congo. Pour terminer cette rencontre, les 9 femmes élevées ont reçu des diplômes de mérite et des trophées de main du vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense, Alexandre Lubatambo. Et puis le revirement de la MONUSCO depuis l'expiration de l'ultimatum donné aux rebelles préoccupe la population congolaise, particulièrement la société civile du Nord Kivu. Thomas Mouitsi, président de cette structure qui est sur place à Goma, a été joint au téléphone par Eliezer Vezolo pour plus de précisions. À toute personne qui viendrait dans la ville de Goma et ses environs et dans la cité de Saké. À notre niveau de la société civile, la question était de savoir quelle est la valeur ajoutée que cet ultimatum venait apporter à la population du Nord Kivu. Après analyse, nous avons compris que cet ultimatum n'a aucune valeur ajoutée, étant donné que la ville de Goma et la cité de Saké sont déjà sous contrôle des FARDC et de la police nationale congolaise. Et par conséquent, comme cette déclaration n'a aucune valeur ajoutée, nous l'avons considérée comme un non-événement. Et nous avons plutôt, à notre niveau, lancé un ultimatum à la MONUSCO pour demander qu'au lieu de déposer une déclaration de ce genre, il serait intéressant que nous puissions voir les éléments de la MONUSCO poser des actions concrètes sur le terrain dans le cadre de leur mandat. Donc le mandat de la MONUSCO dans l'ensemble, c'est de protéger la population et c'est bien. Et le mandat spécifique de la brigade qui a été instituée par la résolution 2098, c'est de mettre fin à l'activité des groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce que nous attendons, au lieu de nous parler de petites personnes qui détiennent une arme dans la ville de Goma. Ça, c'est un travail qui revient à la police nationale congolaise et non à la MONUSCO. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cet ultimatum.
Et puis, contrairement à ce qui a été dit ce matin sur les ondes de la Radio France Internationale, la MONUSCO, via sa brigade internationale, n'a jamais retiré son ultimatum à l'endroit des forces négatives à l'est de la RDC. Selon les sources onusiennes, la brigade d'intervention exercera sa force sur tout porteur d'armes dans le périmètre tel que prescrit par son ultimatum. Publié le 1er août dernier, le gouvernement Koya-Diallo, nous sommes dans la province de l'Équateur, est déjà à son deuxième conseil de ministres en attendant son investiture prévue incessamment, puisque l'urgence s'impose. Plusieurs points ont figuré à l'ordre du jour de ces conseils de ministres, notamment la première prise de contact officielle pour le premier et l'adoption du programme de ces gouvernements qui a plein de défis à relever pour le deuxième. Solange Kwale-Pembele. Le gouvernement provincial de l'Équateur a déjà choisi de se mettre au travail, même si son investiture officielle tarde encore à venir pour des raisons évidentes. La nouvelle équipe gouvernementale est déjà à son deuxième conseil tenu ce lundi 5 août 2013 autour du gouverneur Louis-Alphonse Koya-Diallo après celui tenu le samedi 3 août dernier. 2 points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'adoption du programme du gouvernement et divers. Le samedi 3 août 2013, le gouvernement Koya-Diallo a axé ses discussions sur la détermination et le dévouement d'un chacun afin de relever les défis qui les attendent. L'Excellence a commencé d'abord par remercier le ministre pour avoir répondu à l'invitation et pour avoir assisté à la réunion. Deuxième point, l'Excellence a encouragé le ministre. Il leur a dit ceci, que la province de l'Équateur était au bas de l'échelle. La province de l'Équateur est très pauvre, il fallait remonter la pente. Et pour remonter la pente, il faut travailler en harmonie avec toutes les institutions du pays, en général. Et la première institution, il faut reconnaître que l'Assemblée provinciale aujourd'hui, dans notre province, c'est la première institution. Et les ministres sont obligés de travailler en harmonie avec les députés provinciaux. Ils doivent travailler dans la transparence. Ils doivent travailler main dans la main pour relever le défi majeur qui nous préoccupe aujourd'hui, celui du développement de l'Équateur. En termes de défis, donc, ce gouvernement en a de plusieurs ordres, entre autres dans les domaines de l'énergie électrique, celui de l'eau potable et de la remise à niveau de certaines unités de production. Parmi les hôtes du gouverneur Louis-Alphonse Koya-Diallo, le week-end dernier, l'on a compté le coordonnateur du projet PARS, le Dr Jacques Ouangata, s'est essentiellement entretenu avec le chef de l'exécutif provincial de l'Équateur sur sa mission et les activités du projet de réhabilitation du secteur de la santé et à l'Équateur. Solange Kwale-Pembele, une fois de plus. En séjour dans la province de l'Équateur pour des raisons de travail, le coordonnateur du projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé a été reçu par le gouverneur Louis-Alphonse Koya-Diallo. Le docteur Ouangata est allé non seulement présenter ses civilités au nouveau chef de l'exécutif provincial de l'Équateur, mais aussi tenir au courant de l'objet de sa mission dans la province forestière. On est descendu d'abord pour faire le suivi des activités sur le terrain et secondo, nous allons procéder à la réception des travaux de réhabilitation dans les hôpitaux et centres de santé que nous avions réhabilités. En l'occurrence, donc, nous allons descendre à Djombo, à Lonama-Nampoko, Nama-Lobangui et nous allons également à Lissala où nous avions réhabilité l'hôpital de Lissala et l'hôpital de Bnéla. Répondant aux questions de la presse à la sortie de l'audience, le coordonnateur du PARS a souligné que les résultats obtenus par le projet à l'issue de sa phase précédente sont satisfaisants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Banque mondiale a accordé le 3e financement. Et c'est un des points que nous avons abordé avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour qu'il puisse faire un plaidoyer tant au niveau du gouvernement central qu'au niveau de la Banque mondiale pour poursuivre les activités de ce projet. Parce que ce n'est pas en 2014 que le paludisme qui est arrivé dans notre pays, particulièrement dans la province, que les maladies diarrhéiques, les problèmes de complications, donc les accouchements, ça ne va pas s'arrêter en 2014. Le dernier financement de la Banque mondiale au profit du PARS permettra à ce dernier de travailler jusqu'en 2014. Il convient de retenir que dans le paquet d'activités que le PARS exerce dans la province de l'Équateur se retrouve notamment la lutte contre le paludisme, l'équipement des hôpitaux en matériel, la paye de primes du personnel sur base de performance, la dotation en matériel roulant et l'approvisionnement en médicaments.
D'une province à une autre, la société d'exploration de pétrole Earth of Congo, en partenariat avec la fondation Gettler, le groupe La Fleurette, dont Dan Gettler, le patron et actionnaire majoritaire, effectue des travaux d'exploration pétrolière dans le lac Albert à Bunia, en province orientale. Suivez ce commentaire de Natacha Boumoulou. Au moment où la plupart d'investisseurs étrangers hésitaient de placer leurs activités en RDC, Dan Gettler a bravé la guerre civile dans les années 1990 et a risqué l'avenir de ses affaires. Depuis mai 2010, la société All of Congo a signé avec le gouvernement congolais un accord d'exploration de blocs 1 et 2. Ce contrat, qui s'étend sur 5 ans, permet à la société All of Congo, où Dan Gettler et le groupe Fleurette sont actionnaires majoritaires, de mener une série d'explorations sur le lac Albert. Sur terrain, les travaux sont avancés. La société All of Congo effectue des travaux d'exploration dans le bloc 1 et 2 du Graben Albertine. La première campagne sismique offshore de 400 km de travaux sismiques 2D a été effectuée dans le lac Albert entre décembre 2011 et mars 2012 avec la méthode de canon à air. La deuxième campagne sismique de 145 km de ligne sismique a été effectuée sur terre de février à avril 2013. Sa dernière phase de 325 km dans le lac Albert avec la méthode des canons à air se termine probablement avant la fin du mois d'août. All of Congo compte forer ce premier puits en 2014 et 2016. Il envisage la phase de production à partir de 2018 et projette la création de 300 emplois directs à Kasseni. En attendant, All of Congo est en règle avec les finances de l'État. Elle a versé 13 740 000 $ américains à titre d'obligations contractuelles et 186 000 $ pour les taxes liées au personnel évalué à 17 employés, 12 à Kinshasa, 5 à Bunia et 203 sous-traitants dont le logement est assuré. Ce qui fait de All of Congo un des plus grands contribuables de l'État congolais. À côté de cela, il faut ajouter deux actions sociales menées à Kasseni par Dan Gettler et ses partenaires de All of Congo, telles que la réhabilitation du centre médical de santé Kasseni, de ponts et routes dans cette localité. Le merveille de ce long carnet de voyage de Natacha Bomungo. De retour à Kinshasa pour vous dire que c'est ce lundi 5 août 2013 que le membre de l'UNICEF, précisément c'est du secteur de l'éducation, ont tenu un briefing sur le lancement de la campagne d'inscription des enfants à l'école. La rentrée scolaire approche à grands pas et déjà plus de 2 millions d'enfants en République démocratique du Congo ont été identifiés par l'équipe d'experts de l'UNICEF chargée d'enquêter dans le 11 provinces. Patrick Borel-Mukendi, Ouli Kacha et David Tembeni. L'UNICEF, par les truchements de son secteur d'éducation, a organisé une séance de briefing sur la campagne nationale d'inscription de plus de 2 millions d'enfants de 6 à 7 ans à l'école en RDC. L'enfant a droit à un an, une nationalité, une protection, une bonne croissance. L'école est aussi importante comme l'approuve la mascotte de l'UNICEF. Crispin Ngoulungu a indiqué que 2 millions d'enfants et adolescents en dehors de l'école ont été identifiés dans les 11 provinces et l'UNICEF va bel et bien contribuer à leur intégration dans les écoles aussi bien publiques que privées. Dans toutes les parties du pays, il n'y en a pas une qui est exclue, mais ce sont les stratégies qui sont différentes par rapport à un milieu à un autre. Nous, au niveau national, nous planifions, nous arrêtons les grandes stratégies qui sont adaptées, contextualisées par rapport aux provinces. Donc, même dans ces provinces-là, il y aura des campagnes. Les campagnes ont déjà démarré pour inscrire les enfants à l'école et les stratégies sont différentes. Je vous dirais par exemple que c'est à l'Est, c'est dans ces provinces qu'on a surtout ciblé le transfert direct d'argent aux écoles pour permettre aux établissements scolaires d'acheter des fournitures et de faire venir le plus possible d'enfants à l'école primaire. Bruno Pila a déclaré que chaque chef d'établissement qui recevra les fournitures scolaires devra les redistribuer aux enfants et non les contraires. Et donc, si quelqu'un trouve des gens qui détournent ces fournitures, ce n'est pas nécessairement les commerçants. Les commerçants, c'est celui qui vend. Mais il y a certainement en amont des directeurs d'école, peut-être, qui
détourne une partie des fournitures et mette ça sur le marché. Mais une personne comme ça, quand on l'attrape, il y a des mesures claires qui frappent ces personnes, notamment la suspension. Selon l'UNICEF, de 2007 à 2012, il y a eu une baisse relative de la proportion des enfants et adolescents en dehors de l'école. La plus importante dans la tranche d'âge de 12 à 13 ans, soit 33,5%, suivie de la tranche d'âge de 6 à 11 ans, soit 31,5%, de celle de 14 à 17 ans, soit 27,6%. Elle a été la plus faible chez les 5 ans, soit 14,2%. En outre, c'est le mercredi 7 août 2013 qui va commencer la campagne des remises des kits scolaires aux différentes écoles. La première bénéficiaire, c'est l'EP1 Don Bosco de Massina, Petro-Congo, à la Tchangou. Et puis les assises de la Commission nationale de promotion scolaire, édition 2013, se sont ouvertes. C'est lundi 5 août 2013 à l'Institut Bokele à Gombe. Pour cette édition, le thème retenu est un enseignement équitable et de qualité pour un Congo émergent. Patricia Molengo-Mbolekuni, Précieux Mangonzoy, reportage. Un enseignement équitable et de qualité pour un Congo émergent, c'est sous ce thème que les responsables gestionnaires, animateurs et éducateurs au sein du système éducatif venus de 4 coins de la République démocratique du Congo vont réfléchir durant 3 jours au cours des assises de la Commission nationale de la promotion scolaire pour l'an 2013. Le ministre de l'EPSP qui a ouvert le travaux de cette commission a demandé aux participants de manifester leur effort dans la mise en œuvre de la réforme éducative en cours. Le premier effort attendu de toutes et de tous les responsables du système éducatif, du niveau central, provincial et local, est celui de s'approprier, d'intérioriser de manière effective la teneur de la stratégie et son plan intérimaire d'éducation. Le second effort attendu est celui d'assurer la vulgarisation de ces programmes d'action dans l'objectif de mobiliser la nation à l'adhésion au soutien des actions et des activités. Les participants à ces assises ont également le devoir de faire le point de leurs forces et prendre conscience de leurs faiblesses pour faire mieux à l'avenir, a précisé Maker Mwangou dans son monde de circonstances. Parmi les projets et programmes à réaliser lors de ces assises figure le projet de soutien à l'éducation de base, la réhabilitation et la construction des infrastructures scolaires, le programme national d'alimentation scolaire, l'école des parents, ainsi que l'utilisation de manuels scolaires pour les élèves. D'autre part, les travaux de réhabilitation du pont Mollard dans la commune de Bonla-Lungwa à Refoulou, qui ont débuté début le 31 juillet 2013, se poursuivent normalement. Ces travaux rentrent dans le cadre de la révolution de la modernité à travers la capitale. Natacha Bomongo, Eliezer Vezolo et Juzel Belebele. C'est depuis mercredi 31 juillet 2013 que l'entreprise chinoise Crec7 s'attelle à réhabiliter le pont Mollard jusqu'à l'entrée de la commune de Bandalungwa. Ces ponts traversent la rivière qui provient de la commune voisine de Giringiri en passant par la route du 24 novembre derrière la station d'essence à Mollard. Ces travaux ont pour but de jeter un pont pour faciliter le passage de véhicules entre ces communes ainsi que les hommes. Sur place, bien que la population subit quelques désagréments à cause de ces travaux, elle salue quand même l'exécution de cette initiative qui durera 3 mois. Elle estime ravie de cette réhabilitation. Espérons que le pont qui y sera jeté sera solide et qu'il saura profiter à tous. En sport déjà, finaliste malheureux de la 49e édition de la Coupe du Congo de football à Boma, l'Est Vutuka de Kikwit se trouve pour l'instant à Kinshasa, logé à l'hôtel Vénus. La formation de Kikwit passe des moments paisibles tels que l'attestent Papi Katassi et Rigo Moulopo dans ce reportage. Récemment sorti vice-champion du Congo de football, l'Est Vutuka de Kikwit dans les Bandundu séjourne pour l'instant à Kinshasa en partance pour son siège. Sous place à l'hôtel Vénus, grâce au gouverneur de la province du Bandundu, Jacques Amisendou, la délégation est logée dans des conditions dignes de son nom. On est venu depuis aujourd'hui à 2h du matin. On a quitté hier à 6h Boma. On a fait un mauvais voyage parce que le bus était toujours en panne. On est arrivé à 2h du matin. Mais depuis Boma, nous savions déjà que le gouverneur
le numéro 1 de la province, avait réservé une place à l'hôtel Venus pour nous accueillir. Et quand nous sommes arrivés, on nous a accueillis vraiment en prince. Au relais de sa deuxième place conquise de haute lutte, le joueur ne manque pas de mots pour saluer les gestes du numéro 1 de la province du Bandundu. Pas de commentaires à faire. Pour Papa Jean Kamisen, vraiment... Les conditions d'hébergement sont sans commentaire. En tout cas, nous sommes bien logés, bien nourris. On dort dans de très bonnes conditions. Dans la soirée, la délégation a été visitée par les speakers de l'Assemblée nationale, Obem Minakou, qui les a encouragés suite à cette performance en terre beaumatracienne. Et puis le coup d'envoi du tournoi Justice Loisirs 7e édition démarre le 24 août prochain. Mais bien avant, les organisateurs ont organisé la cérémonie du tirage au sort le vendredi 3 août au siège de la Fédération congolaise de football association Papikatasi Rigomolopo. L'occasion était plus belle pour les participants du tournoi Justice Loisirs 7e édition d'échanger avec les organisateurs pour une meilleure faisabilité du tournoi qui démarre ce 24 août 2013. À l'issue de cette cérémonie, synonyme du tirage au sort, toutes les combinaisons des rencontres étaient connues. Il y a une touche spéciale. D'abord, nous sommes au siège du football congolais. Il y a d'autres barreaux qui se sont ajoutés, le barreau de Mbandaka, de Matadi et celui de Bandundu. Nous avons besoin effectivement qu'il y ait l'engouement sur des sponsors. De tolérance zéro à Douralex, CDLex en passant par Balance, toutes les équipes sont à part de charge pour faire de cette fête belle. Nous sommes très contents d'abord de l'organisation. Cette fois-ci, je crois que c'est différent. C'est différent. Nous allons faire un effort pour que ce tournoi ne se termine pas en queue de poisson. A signaler que le match d'ouverture du tournoi est prévu le 24 août prochain et opposera la formation de tolérance zéro face à Douralex. 2 jours ont suffi à la Ligue de Taekwondo de la capitale pour organiser la 2e édition de l'Open de Kinshasa au complexe Omnisport du Stade des Martyrs. Ndaye Ilambwechi, Damien Maungu. Une ambiance électrique et chaude a régné lors de la 2e édition d'Open de Kinshasa de Taekwondo. Plus de 151 taekwondoïnes venus des 4 coins de la capitale ont pris part à cette explication provinciale avec une détermination au zénith, en vue d'arracher une place qualificative à la Coupe du Congo de la spécialité. Le secrétaire exécutif de la Ligue de Taekwondo de la ville de Kinshasa, Maître Bafin Baya Katalaï, et ses athlètes sont tirés de la belle organisation et le niveau technique est très élevé. Nous avons 151 athlètes et nous sommes satisfaisants parce que vous voyez, ça fait quand même de la participation de plusieurs associations sportives. Nous sommes contents. Maintenant, les regards des taekwondoïnes de la capitale sont tournés vers la Coupe du Congo de la spécialité prévue au mois d'août à l'Équateur, précisément en Mbandaka. Nous vous proposons à présent cette sélection de journaux parue ce lundi à Kinshasa avec Patricia Molengombo-Lekuni dans un commentaire de Sylvain Kapombo Bosengele. Revue de presse. Bonsoir et bienvenue à ce journal des journaux. Kabila déjoue tous les pronostics, renseigne Africa News dans sa parution de ce lundi 5 août 2013. Selon le journal, c'est le calme olympien qui s'observe au sommet de l'État. Le quotidien continue sa réflexion en se posant la question de savoir qui a bluffé qui le vendredi 2 août dernier. En effet, le conseil des ministres prévu le vendredi passé n'a finalement pas eu lieu selon les rumeurs qui ont circulé dans la ville le week-end dernier, faisant état d'un éventuel remaniement. Africa News a renchéri, je cite, qu'on croirait que ceux qui ont alimenté la surenchère voulaient faire pression sur le président de la République pour l'empêcher de faire ce qu'ils craignaient qu'il fasse et qu'ils sont seuls à savoir. Fin de citation. De son côté, Forum des As ajoute au sujet du double report du Conseil des ministres et de la réunion des chefs des partis de la majorité présidentielle que le président de la République présente des signes d'une grande annonce. Entre-temps, Joseph Kabila est attendu en Belgique, annonce l'Observateur. Quelques jours après l'intronisation du roi Philippe,
Les services de presse royale à Bruxelles ont annoncé la visite en début de l'année 2014 du président Joseph Kabila en Belgique pour participer aux cérémonies commémoratives qui vont marquer le 100e anniversaire du déclenchement de la Grande Guerre de 1914 à 1918. Au sujet des concertations nationales, les MLC préfèrent parler d'un dialogue national, informent les guides. Ainsi, le mouvement de libération du Congo a brisé son silence en se déclarant pour un dialogue politique et non pour les concertations nationales telles que définies dans l'ordonnance présidentielle. Les partis chers à Jean-Pierre Bemba veulent que les dialogues politiques actuellement souhaités au pays soient préparés par une commission paritaire, majorité, opposition et société civile. Autre sujet abordé dans les parutions de ces jours, c'est l'après-ultimatum de la MONUSCO. À propos, la société civile à Goma invite la brigade à frapper les forces négatives, note la prospérité. La société civile du Nord Kivu menace d'inviter la population à se désolidariser de cette brigade et c'est après avoir passé en revue la situation sécuritaire dans la partie est de la RD Congo. La société civile du Nord Kivu estime que l'ultimatum de la MONUSCO, donnant 48 heures à toute personne détenant une arme et ne faisant pas partie des forces nationales de sécurité autour de la ville de Goma et à Saké, à pouvoir la déposer, n'a pas enchanté cette composante. Le même sujet est abordé dans le journal Le Phare en ces termes. Goma, la méfiance s'installe. D'après le journal, la MONUSCO ainsi que l'ensemble des structures des Nations Unies se trouvent dans une situation fort inconfortable au Nord Kivu en général et dans la ville de Goma en particulier. Pour beaucoup, le fait pour les casques bleus de ne pas toucher au territoire occupé par les M23 et de ne s'attaquer qu'aux groupes armés épinglés en dehors des Rutshuru et Massissi paraît en contradiction avec la résolution 2098 qui parle de la traque de toutes les forces négatives sans distinction, y compris les M23. D'où il va falloir aux responsables de la MONUSCO et de la brigade d'intervention d'expliquer clairement le sens de leur ultimatum de 30 juillet 2013 et de la fameuse zone de sécurité circonscrite à la seule ville de Goma. Terminons avec les dépêches de Brazzaville avec cette triste nouvelle. Les responsables du groupe Adorons l'Éternel, Alain Moloto, a tiré sa révérence le vendredi dernier dans la soirée. Ces vaillants soldats du Christ, après avoir lutté contre une maladie qui l'a tué à petit feu, au point de les dégrader physiquement, a finalement succombé après avoir dignement servi l'Éternel à travers une carrière musicale courte mais riche en enseignements. Sauf imprévu, la levée du corps est prévue pour le vendredi prochain. Que son âme repose en paix. Ça serait tout pour cette revue de presse. Prochain rendez-vous, c'est encore demain à la même heure sur la même chaîne. Au revoir. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Natacha Bomongo était chef d'édition. Elle s'en est bien sortie. C'est lundi. Merci encore et très bonne suite de programme sur antenne à la chaîne des références. Je vous retrouve demain à la même heure. Demain à 7h. Eric Izami sera là pour vous informer. Bonsoir.